tous, je suis François Gracier de chez VoxelFX. Vous pouvez me retrouver sur le site web voxelfx.fr ou sur la communauté Discord Houdinimatic sous le pseudo Captain Chaussette. Dans ce premier tuto, je vais vous montrer comment faire du modeling procédural. Via un digital asset, on va créer un outil qui nous permet de faire un escalier en L. Le but ici est d'avoir un maximum de contrôle tout en ayant un minimum de paramètres. Vous pouvez voir que j'ai seulement 2 paramètres sur mon HDA et ensuite le contrôle de chacun des points de mon escalier. Je vais avoir un point pour le bout de l'escalier, un point pour le milieu et un point pour le début de l'escalier. Je vais pouvoir aussi rajouter des points. Par exemple, en rajoutant un 4e point, je vais pouvoir le déplacer et ainsi me faire un nouveau palier. Je vais aussi pouvoir rajouter un 5e point, etc., etc. Alors c'est parti, on va commencer par se créer une nouvelle géométrie. Cette géométrie, je vais l'appeler Staircase. Et à l'intérieur, je vais créer un nœud add pour créer mes premiers points qui vont former la courbe qui représentera l'escalier. Alors sur ce nœud add, je vais avoir besoin d'au moins 3 points, un pour le début, un pour le milieu et un pour la fin. Je vais tous les activer. Et là, je peux les déplacer soit avec le handle tool, en prenant le handle tool ou en appuyant sur la touche entrée. Là, je peux les déplacer à la main. Ou alors, je peux modifier directement leurs coordonnées dans la paramètre view. Si j'affiche les numéros des points, je peux voir que en fait, le premier que j'ai modifié, c'est le point 0. Or, le point 0, j'aimerais bien lui qui reste à 0 pour l'instant. Ensuite, j'ai modifié le point 1, qui serait mon palier, et ensuite le point 2, qui serait le bout de l'escalier. Ça, c'est la seule node qui va être à l'extérieur de notre outil HDA, c'est-à-dire que c'est la node que va devoir créer notre utilisateur. Et ensuite, on va être à l'intérieur de notre HDA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un premier nul qui va indiquer que ici, c'est une entrée de l'HDA. Je vais appeler ça les in points. Les in points, moi j'aime bien mettre les nuls en noir. Et ensuite, après les in points, on va se créer un deuxième add qui lui va nous permettre pas de créer des points, de rajouter des points, mais de rajouter des primitives. Ici sur le nœud add, on va aller dans polygone et on va demander à rajouter une polyline by group. By group, ici, il prend tous les points qui sont dans un même groupe ou alors tous les points qui n'ont aucun groupe. Comme on n'a pas de groupe, on peut le voir en faisant un click middle, aucun groupe, eh bien, il vient connecter tous les points dans l'ordre de leurs index, le 0, puis le 1, puis le 2. On va aussi prévoir que l'utilisateur peut nous donner des mauvaises informations. Donc on va retourner dans l'onglet Points du Add 2 et on va faire un Delete Geometry but keep the points. Comme ça, si l'utilisateur il nous donne autre chose que juste des points, s'il nous donne des primitives, des packs primitives, autre chose, des polygones ou je ne sais quoi, eh bien ils vont être supprimés et on ne gardera que les points. Une fois que c'est fait, on va rajouter une note de resample qui va nous permettre de rajouter des points le long de cette courbe qui vont représenter le centre de chacune de nos marches. Je vais enlever l'affichage des numéros des points et afficher les points en eux-mêmes. Sur chacun de ces centres de marche, on va vouloir copier une marche. Moi, les marches, je vais les représenter par une box et je vais utiliser un copy to points pour copier les marches sur les points. À partir de ce moment-là, il nous copie des marches, des boîtes sur chacun des points. On peut voir qu'on n'a ni la bonne taille ni la bonne orientation, donc on va devoir régler tout ça. Sur la box 1, moi je vais représenter mes marches par une marge de 70 cm environ de large, une marge de environ 15 cm de haut et une marge de 25 cm de profondeur. C'est environ la taille d'une marche classique. Et là on peut voir que ça fonctionne, mais on n'a toujours pas la bonne orientation. Pourquoi on n'a pas la bonne orientation? Parce que le copy to points ici vient utiliser des attributs qui sont sur les points pour orienter. Et quand il ne trouve pas ces attributs, il utilise des valeurs par défaut qui ne sont pas celles que nous on a besoin. Alors si on vient décocher Transform using Point Orientation, ça fonctionne pour le début, mais ça ne fonctionnera pas pour notre deuxième segment. Tout simplement, il vient copier les boxes sans les orienter. On va garder donc cette option cochée. On peut aller voir dans la documentation du Copy to Points. Sous le sous-titre Varying the Copy, vous avez un Instancing Point Attribute. Vous allez retrouver tous les attributs qui sont utilisés pour instancier, c'est-à-dire les attributs qui sont sur les points et qui sont utilisés pour transformer la géométrie que vous allez copier. Pour l'orientation, on va se retrouver avec Orient, Normal, Up, Vélocité et Rotation. Alors rotation, on peut tout de suite l'éliminer, c'est une rotation supplémentaire aux autres. Et les autres, ils sont utilisés dans un certain ordre, c'est-à-dire que le Copy to Points va orienter notre box en fonction de l'attribut Orient qu'il va trouver sur les points.
Et s'il ne trouve pas l'attribut oriente, il va utiliser l'attribut normal et up. La normale est un vecteur, le up aussi. Avec deux vecteurs, il peut nous donner une orientation. S'il ne trouve pas le up, il va utiliser l'axe Y. S'il ne trouve pas la normale, il utilisera la vélocité. Et s'il ne trouve pas la vélocité, il utilisera l'axe Z. Ici, si on fait un click middle sur nos points, nous, on n'a aucun de ces attributs-là. Donc, en fait, il doit utiliser les valeurs par défaut. Alors, on pourrait utiliser l'attribut oriente, mais il est un petit peu complexe. C'est un attribut de type quaternion, c'est un vecteur 4. On verra ça dans un autre cours. Ici, je vais utiliser juste la normale et le up. Alors, la normale, moi, j'aurais besoin que la normale, elle soit dans le sens de ma courbe, et que le up, il soit vers le haut. Alors, pour faire une normale dans le sens de la courbe, on peut utiliser une note de polyframe. Le polyframe va nous permettre de créer un attribut vectoriel qui soit une tangente à notre courbe. Alors là, si je regarde ma géométrie, je ne le vois pas par défaut, mais je peux tout de suite voir qu'il m'a créé un attribut de normale et un attribut de tangente U. Ce sont tous les deux des vecteurs, et je vais pouvoir les afficher en allant dans Information. Si je clique sur Normal, je peux voir mon vecteur de normale maintenant. Et si je reclique sur Normal et que j'affiche la tangente, je peux voir mon vecteur de tangente. On voit qu'il va dans le sens de la courbe. Alors moi, c'est ce vecteur de tangente qui m'intéresse, seulement je vais vouloir l'enregistrer sur la normale. Et je ne vais pas vouloir avoir de normale qui soit par défaut vers le bas. Si je fais ça ici, ça commence à fonctionner. On voit bien que maintenant mes box s'orientent le long de la courbe. Néanmoins, elles n'ont pas leur dessus vers le haut. Pour ça, je vais utiliser un deuxième vecteur qui sera le up vector. Donc je vais me créer un attribut avec un attribut create, je vais le renommer en up, tout en minuscule. Et ici, je vais demander à ce que ce soit un attribut sur les points de type vectoriel. Et je vais dire que par défaut, il est égal à un vecteur vers y, et que dans notre cas, il sera aussi égal à un vecteur vers y. Ainsi, ça réoriente vraiment dans le sens de notre courbe. Mais on voit bien que la normale prend le pas sur le up vector. Par cela, je veux dire que Houdini, pour faire une orientation, il a forcément besoin de deux vecteurs qui soient perpendiculaires. Une normale et un up. Or, notre up, nous, on lui a donné vers y. Donc, par défaut, ils ne sont pas perpendiculaires. Et c'est la normale qui prend le pas vers le up. Donc, la normale reste elle-même et le up va se tourner pour être perpendiculaire. Nous, on veut faire l'inverse. On voudrait que notre up, il reste droit et que ce soit la normale qui s'oriente vers le bas. On ne va pas pouvoir lui demander de faire l'inverse, mais par contre, on va pouvoir corriger notre normale en faisant un deuxième attribut de create. Et on va modifier la normale via un attribut de create. Alors on l'avait déjà cette normale, mais si on fait un deuxième attribut de create, on peut le modifier. Donc c'est n majuscule, la normale c'est toujours un attribut sur les points, qui est toujours de type vectoriel. On va dire que par défaut il pointe vers z par exemple, c'est pas très important. Et en valeur, ici on va lui dire eh bien, de garder sa valeur, sauf sur l'axe y, où on va mettre 0. Donc en axe x, je vais lui demander de garder sa valeur en faisant un @n pour rappeler l'attribut de normal, .x. Comme ça, je rappelle l'attribut de normal, la valeur en x. Je vais faire la même chose sur z, @n, .z. Ainsi, mon attribut de normal, ici, il n'a plus de valeur en y. On voit bien qu'il est à plat. Mon attribut upVector, lui, il est bien vers le haut. Et donc là, on a bien deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Grâce à ces deux vecteurs perpendiculaires, je vais me retrouver avec les bonnes choses. Alors je peux cliquer ici pour masquer tous les visualisateurs en même temps, et là pour masquer ma normale. Je vais aussi masquer les points. Et je peux aussi aller retourner dans Information et recliquer sur Up pour masquer l'affichage du vecteur Up. Donc maintenant ça fonctionne. Si je reprends mon nœud Add au début, je vais pouvoir me déplacer et automatiquement avoir des marches qui soient générées au bon endroit. Cool. Néanmoins, on n'a pas forcément le bon nombre de marches. C'est-à-dire que nos marches, nous, elles font 15 cm de haut et 25 cm de profondeur. On va prendre cette profondeur, copie paramètre, et on va la mettre dans le resample. Past relative référence. On va avoir moins de marches, mais suffisamment. Alors faire un escalier en L ici, c'est un peu plus compliqué au niveau du palier. C'est-à-dire qu'au niveau du palier, il faudrait dire qu'on retire cette marche-ci, celle-là et celle-là, puis qu'on crée un palier, mais qu'il ait la hauteur correspondante, ce ne serait pas évident.
Pour nous faciliter les choses, ce qu'on va faire, c'est que on va décaler nos marches sur le côté de notre courbe. C'est-à-dire, au lieu de dire que les marches sont au milieu de la courbe, eh bien, on va décaler les marches d'un côté ou de l'autre. Pour faire ça, dans la box ici, on va tout simplement aller chercher la size X, on va faire un clic droit, copie parameter, et on va le mettre dans le center X, clic droit, passe relative référence. Et on va faire diviser par 2. Ainsi, nos marches sont sur le côté, et là, on va devoir retirer uniquement cette marche-ci et la remplacer par un palier. Alors, pour détecter les paliers automatiquement, on va détecter les endroits où la courbe a tendance à tourner. Pour cela, on peut utiliser un nœud groupe, et on va faire un groupe, ici, de ce que je vais appeler angle, et on va faire un groupe d'edge, et on va demander à faire un groupe d'edge pas en fonction d'un base group, mais en fonction d'un include by edge, en fonction d'un max edge angle. Alors là, ça ne fonctionne pas par défaut, parce qu'on va devoir lui demander un angle entre les edges. Et on va demander un angle au maximum à 170 degrés. On va considérer que si on est au-dessus de 170 degrés, eh bien on est quasiment à 180 degrés, et si on a un angle de 180 degrés, ça voudrait dire que notre escalier il est tout droit. Donc si on a plus que 170 degrés, on va considérer que l'escalier est droit. Si on est en dessous, eh bien on va considérer qu'on a un angle, et donc on va se faire un palier à cette zone-là. Alors si on regarde ici, on a 4 points, or on en a besoin que de 3. Pourquoi on a 4 points? Eh bien c'est à cause du resample. Si on regarde avant le resample, notre courbe était ainsi, et après, il est venu manger un petit peu l'angle. Pourquoi il est venu manger un peu l'angle? Parce que le resample, il recrée un point à équidistance en fonction de la distance qu'on lui donne ici dans la length. Et en utilisant cette formule, eh bien, il n'avait pas assez de distance pour arriver pile poil dans l'angle. On va pouvoir lui demander de faire effectivement cette même opération, mais de la faire par segment, en cochant ici resample by polygon edge. Maintenant, notre groupe nous prend en compte que 3 points et 2 edges. Donc c'est bien un groupe d'edge, hein. Ici on a bien un edge group qui s'appelle angle et qui a 2 edges. Alors ce que je veux faire, c'est isoler le point qui est dans l'angle pour le retirer du copy to points. Nous on ne veut pas d'instance ici, donc on veut retirer ce point-là. Pour supprimer ce point-là, il me faudrait un groupe de celui-ci. Or là j'ai un groupe de ces 2 edges-là. Mais ce que je peux faire, c'est me faire un groupe de toutes les edges sauf celle-là. Ce qui va me donner en fait un groupe de toutes ces edges qui sont en blanc. Et ensuite je vais convertir le groupe d'edge en blanc vers un groupe de points. Et ce nouveau groupe de points, si je le réinverse à nouveau, je vais me retrouver qu'avec celui-ci. Alors pour faire ça, on va utiliser ici un groupe combine. Le groupe combine, moi je vais lui dire qu'on va créer un nouveau groupe d'edge qui va s'appeler straight, c'est-à-dire les edges toutes droites. Et on va dire qu'il est égal à toutes les edges moins les edges de l'angle. Ainsi on se retrouve avec ce groupe qui ne comprend que les edges qu'on n'avait pas dans le premier. Ensuite on va faire un groupe promote qui va nous permettre de passer d'un groupe d'edge à un groupe de points. On va demander de passer d'un groupe d'edge à un groupe de points pour le groupe straight. Et maintenant on a bien un groupe de points. Si je fais un click middle, on peut voir que straight est maintenant un point group alors qu'avant il était un edge group. Il y avait 12 edges avant et maintenant j'ai 14 points dedans. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire un blast et dire je veux supprimer straight et je vais cocher delete non selected, ce qui fait qu'il va me supprimer tout sauf le straight. Alors si on regarde la différence entre avant et après, on a bien retiré le point qui nous gênait dans l'angle. Alors maintenant qu'on a fini pour les marches, on va regarder ce qu'il en est pour le palier. Donc pour le palier ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler notre groupe angle. Pour l'isoler ici, on peut utiliser un dissolve. Alors on pourrait ici utiliser un blast, mais le problème avec le blast, c'est que si on se retrouve avec 2 paliers, un deuxième ici, et bien en fait les 2 paliers seraient connectés ensemble et ça ne va pas fonctionner. Dans notre cas un peu plus simple pour le moment, on n'a qu'un seul palier, mais avec le dissolve, ça fonctionnera qu'on en ait un ou plusieurs. Donc on va vouloir faire un dissolve du groupe angle, des edge angle, et on va cocher delete non selected, afin de garder que ces edges là. Je vais passer en template ici mes marches, et on va vouloir faire un poly extrude. Grâce à un poly extrude, on va se retrouver avec une surface et plus une edge. Donc ici, je vais pouvoir faire un poly extrude et je vais pouvoir l'extruder d'une certaine valeur. Alors si on regarde ici, on a effectivement un palier, mais il n'est pas plat. Pourquoi? Parce que notre curve
était en train de monter, et donc nos deux edges ont aussi un angle vers le haut. Nous, on voudrait quelque chose à plat, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un attribut create pour remodifier l'attribut P. Je vais le faire avant mon polyextrude, afin de remettre tout à plat avant le polyextrude, et l'extrusion se fera à plat. Donc dans le polyextrude, je vais redéfinir l'attribut P, P majuscule. Je vais toujours dire que c'est un attribut sur les points, et un attribut de type vecteur. Je vais lui dire qu'en X et en Z, on ne le change pas, donc je garde @p majuscule.x et en Z, @p majuscule.z. Sauf que en Y, je ne vais pas vouloir avoir 0, je vais vouloir avoir la valeur intermédiaire. Pour avoir la valeur intermédiaire, c'est-à-dire le centre, je peux utiliser la variable $CEY. Ainsi, tous mes points ici se retrouvent à l'intermédiaire, au milieu, leur centroïde. On voit bien que là, le point le plus bas et le point le plus haut vont se décaler tous les deux vers le haut ou vers le bas pour rejoindre le point du centre. Et ainsi, mon polyextrude, lui, sera bien à plat. Mon polyextrude ici, la valeur que je vais mettre dedans, elle est pas arbitraire, c'est la largeur d'une marge. Donc je vais aller chercher sur ma box la largeur de ma marge, c'est 0,72. Je vais faire un copy paramètre et je vais le mettre dans mon polyextrude. Alors mon palier, il va falloir que je l'extrude aussi en hauteur, donc je vais refaire un polyextrude et je vais lui mettre une extrusion en hauteur, et bien de la hauteur d'une marche, c'est-à-dire 15 cm. Cette extrusion, ici elle s'est faite vers le bas, mais c'est pas bien grave. On va cocher le output back pour récupérer aussi la face du dessous. Maintenant on va placer notre palier un petit peu plus haut grâce à une note de transform. Et je vais lui mettre la moitié de la hauteur d'une marche. Donc je vais aller chercher la hauteur d'une marche et je le mets en Y divisé par 2. Si je fais maintenant un merge, je me retrouve bien avec mon escalier au complet. Alors attention, ici on a certains points qui ont l'attribut normal et les autres qui ne l'ont pas. Donc si je veux, je peux prendre mon groupe et venir le mettre ici, avant le polyframe qui crée l'attribut normal. Ainsi, la normale ne sera pas prise en compte dans la partie de droite. Et du coup, à la fin, on se retrouve sans attribut de normal. J'aurais aussi pu faire un attribut de delete, chose que je vais faire de toute façon pour le up. J'aurais pu supprimer aussi la normale. Ainsi, je n'ai plus que mon attribut P. À la fin, je peux aussi faire un groupe delete pour supprimer mon groupe ou tous les groupes, tout simplement, avec étoile. Si on regarde pour l'instant, on a un escalier en L qui fonctionne. Seulement lorsque l'on l'écarte un petit peu trop, lorsqu'on fait un angle un peu trop fin, on va se retrouver avec un palier très très grand. Et lorsqu'on change l'angle de côté, tac, ça ne fonctionne plus. Par contre, on peut voir que ça fonctionne lorsqu'on a un escalier quasiment droit. Tac, là on a un escalier quasiment droit, il n'y a pas de souci. Donc on a deux choses à corriger. Un, l'angle très obtus ici, et l'inversion des marches. Alors cette inversion des marches, je n'ai pas cherché très longtemps, mais je me suis dit ici, on peut voir qu'on a une inversion, elle se met de l'autre côté, et en plus notre palier il se met plus haut. Donc s'il se met plus haut, c'est que la normale en fait a changé de sens. Si je regarde ici, ma normale était dans ce sens-là, je peux regarder les normales, elles sont vers le haut, et lorsque je modifie tout ça, mes normales, elles sont vers le bas. Donc en fait, je vais pouvoir aller interroger les normales et dire, bien, si les normales sont dans un sens, on se met d'un côté, si les normales sont dans l'autre sens, on se met de l'autre côté. Et je vais inverser, en fait, ici, le center, c'est-à-dire que si on est dans ce sens-ci, ça fonctionne, mais si on est dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas, sauf si j'inverse le center. Et là, il n'y a plus de problème. Donc pour faire ça, on va faire une condition. Il faudra aussi baisser le palier. Pour faire ça, on va faire une condition, ce sera la même pour inverser le center que pour baisser le palier, ici au niveau du transform. Et cette condition, on va la mettre dans un switch. On n'est pas obligé, mais c'est un peu plus simple de le mettre dans un switch. Et donc moi, j'ai besoin soit de cette box-là, soit de celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux box qui ont exactement les mêmes paramètres, sauf le paramètre center où il y en a une qui a un moins devant. Pour faire ça, je peux faire un clic droit, action, créer référence copie. Grâce à cette référence copie, j'ai exactement la même node avec tous les paramètres référencés depuis la première. Dans cette deuxième, je vais rajouter un moins devant
le center X. Ainsi, si on a un angle dans ce sens-là, je viendrai mettre le switch à une entrée à 1. Et si on a un angle dans l'autre sens, je viendrai mettre le switch à une entrée à 0. Alors pour connaître le sens de cet angle, le plus facile, c'est d'aller interroger la normale de notre polyextrude 1, ici. Donc si le polyextrude 1 nous donne une normale vers le bas, on veut utiliser ici la première entrée, c'est-à-dire l'entrée d'index 0. S'il nous donne une normale vers le haut, on veut utiliser la deuxième entrée, c'est-à-dire l'entrée numéro 1. Donc on va avoir 0 quand la normale est vers le bas et 1 quand la normale est vers le haut. Notre normale, nous, elle n'existe pas ici, hein, elle est visible, ce sont les normales implicites, mais ce n'est pas un attribut. Je ne peux pas aller interroger les normales implicites. Hein. Les normales implicites, ce sont les normales qui sont créées automatiquement par le logiciel pour pouvoir afficher une vue shadée dans le viewport. Ce sont les normales d'OpenGL. Donc on va créer un nouveau nœud normal que l'on va connecter en dessous de notre polyextrude. Et on va même demander à faire les normales sur les points. Ce sera un peu plus simple pour les récupérer. Alors là, le nœud normal, il est ici. Et dans le switch là, je vais aller interroger l'une des normales au hasard, hein, sur n'importe quel point. Je peux aller interroger les normales en utilisant la fonction point. La fonction point va me demander un point sur une certaine shape. Moi, ma shape, c'est le nœud normal ici. Je peux aller faire entre guillemets, point, slash, et remonter jusqu'au nœud normal 1. Le deuxième argument, c'est quel est le numéro du point. Moi, je vais mettre le numéro de point 0. Le troisième argument, c'est quel est l'attribut, le nom de l'attribut. Moi, c'est normal, N majuscule. Et le dernier argument, c'est quel est l'index dans cet attribut. C'est-à-dire qu'ici, c'est un attribut vectoriel. Est-ce qu'on va aller chercher X, Y ou Z? Alors moi, je vais aller interroger plutôt Y. Hein. Donc Y, c'est le deuxième, donc c'est l'index 1. C'est pas le 0, c'est le 1. Donc là, je vais récupérer l'information de la normale. Si on est négatif, on utilise l'entrée 0. Et si on est à 1, on va utiliser l'entrée 1. Donc en fait, je vais tester, est-ce qu'on est égal à 1? Là, il va me dire non, on n'est pas égal à 1, et du coup, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, si je passe de l'autre côté, il va me dire oui, on est égal à 1. Et du coup, ça fonctionne que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Alors, je peux masquer les normales, et on va régler aussi le problème de la hauteur ici. Donc là, on l'a bien vu, ça a réglé le problème pour le côté. Et bien ici, je peux faire un clic droit, Create Reference Copy. Et là, je vais faire un switch entre celui-ci ou un autre transform. Je vais faire copier-coller. Et notre autre transform, eh bien, ça va être moins cette valeur. Ainsi, maintenant, on a quelque chose qui fonctionne des deux côtés. Alors notre deuxième souci, c'était que lorsque l'on fait un angle trop obtus, comme ça, on se retrouve avec un palier qui devient très grand en triangle. Et pour venir diminuer cet angle, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un polybevel. Alors le polybevel, on va l'utiliser ici juste après le polyextrude. Voilà. Et le polybevel, on ne va pas vouloir le faire partout, on va vouloir le faire que sur cet edge-ci. Donc on va venir sélectionner juste cet edge-là, et on appuie sur Entrée. Ainsi, il nous indique de quel point à quel point elle va, et on va pouvoir régler une certaine longueur. Le problème, c'est que cette longueur, elle ne va pas toujours être la même. C'est-à-dire que si mon angle est plus grand, eh bien là, j'ai pas envie d'avoir autant de polybevel. Et donc, je vais devoir re-régler cette distance. Donc c'est pas très pratique. Pour la régler automatiquement, ce qu'on peut faire, c'est de lui dire de prendre une distance ici qui soit la taille du palier en X ou en Z, moins la largeur de nos marches. Donc, je vais récupérer la largeur de nos marches, et je vais lui mettre ici, déjà. Et donc ça, on a dit qu'on mettait moins cette valeur, et on va récupérer ensuite la taille que l'on a en X ou en Z sur l'entrée 0, le polyextrude 2. Donc pour faire ça, on peut faire un bbox de l'entrée 0 et la taille, donc c'est d underscore de x size.
Et là, automatiquement, il est venu me donner une certaine taille. Et lorsque j'augmente mon palier, je suis pas vers X évidemment, si j'augmente mon palier vers X, ça va plutôt être comme ça. Voilà, là ça continue de fonctionner. Mais ça marche pas si je le dirige vers Z. Alors du coup, il va falloir récupérer le maximum entre les deux. Pour ça, je peux faire un max entre ma bbox X-size, virgule, et ma bbox Z-size. Je ferme la parenthèse et je garde toujours le moins pour retirer la largeur d'une marche. Ainsi maintenant ça a fonctionné, peu importe le sens. Si je mets quelque chose de trop petit, il ne vient pas me retirer de valeur. Si je mets quelque chose de très obtus, il vient bien me retirer une grande valeur. Et si je le dirige vers X, ça continue de fonctionner aussi. Alors on a bien avancé, mais on a encore un petit souci, c'est que si on rajoute un quatrième point, eh bien il nous fait bien l'escalier jusqu'à ce quatrième point, mais il nous fait comme s'il n'y avait qu'un seul palier, c'est-à-dire que les deux paliers ici sont traités comme un seul. On peut regarder ici, on a traité tous les paliers en même temps, ce qui fait que dans notre dissolve, on va retrouver les deux parties, les deux paliers, et on les moyennise en position Y. Or, toute cette partie-là, il faut la faire pour chacun des paliers. Nos paliers, comme on a utilisé un dissolve, ils ne sont pas connectés, c'est pour ça qu'on a utilisé un dissolve et pas un blast. Et donc là, on va pouvoir utiliser un for each connected pieces, qui va nous créer un attribut classe sur les primitives. Cet attribut classe, si on va voir ce que c'est dans la géométrie spreadsheet, c'est juste après le dissolve, voilà. Dans la géométrie spreadsheet, on va pouvoir voir dans les primitives qu'on a une classe 0 et une classe 1. C'est-à-dire que celui-ci est indiqué comme la classe 0 et celui-ci comme la classe 1. Et ensuite, on va pouvoir faire une boucle sur chacune de ces classes. Donc d'abord sur le premier et ensuite sur le second. Donc toute cette partie-là, on va la mettre à l'intérieur de la boucle. Et maintenant, on va se retrouver bien avec deux paliers distincts. Chose qui n'était pas le cas si je retire la boucle. Et ça fonctionne que j'ai un palier, ou deux, ou trois, ou plus. Notre arbre de nœuds nous donne le bon résultat, maintenant il reste à le mettre dans un HDA. Pour faire ça, je vais sélectionner toutes mes nodes jusqu'à mon nul inPoints, et je vais cliquer sur le petit bouton subnet. Je vais appuyer sur L pour réorganiser mon arbre, et maintenant je me retrouve avec un subnet avec toutes mes nodes à l'intérieur. Ce que je peux faire tout de suite, c'est me créer une node de output. Le output, ça me permet de faire en sorte que peu importe où est le display flag, à l'extérieur, j'aurai bien le résultat de tout. C'est-à-dire que si j'affiche mon resample, là je peux visualiser mon resample, travailler dessus, et quand je sors de ce subnet, il m'affichera bien le résultat de l'output, même si ce n'est pas le display que j'ai affiché à l'intérieur. Pour l'instant, on n'a pas un digital asset, on a un subnet. Un subnet, c'est comme une boîte dans laquelle vous mettez tous vos outils. Les outils sont à l'intérieur, à l'extérieur j'ai une boîte, mais ce n'est pas un outil en lui-même. Pour créer un outil à partir d'un subnet, on va faire un clic droit sur la node et faire Create Digital Asset. Il va nous demander comment on veut appeler notre Digital Asset, Staircase. On a un nom, un label et un fichier où l'enregistrer. Une fois que vous validez, il vous ouvre la fenêtre des Type Properties. Ça va vous permettre de régler tous les paramètres de votre HDA. C'est-à-dire, par exemple, ici, je vais pouvoir choisir le nombre d'input, le nombre d'output de mon HDA. Moi, j'ai bien un seul input, donc au minimum, j'en aurai un, et au maximum, j'en aurai un. Ça veut dire que si je le déconnecte, il marque bien que c'est nécessaire. Si je le passais à 0, alors là, il n'est plus nécessaire. Néanmoins, il ne me ferait rien avec 0. Donc moi, je vais bien mettre 1, je veux dire que c'est nécessaire de donner des points, et si on lui donne des points, il n'y a pas de problème. Alors justement, si je vais dans Input Output, ici je vais pouvoir indiquer à quoi sert mon input 1. Je peux lui indiquer que c'est Input Points. Ainsi, si j'applique, maintenant ce sera marqué Input Points. Je peux aussi indiquer at least 2, au moins 2 points. Et l'output, c'est le résultat, donc le résultat, c'est le staircase. On va avoir un autre onglet intéressant, c'est l'onglet paramètres. Dans l'onglet paramètres, ici, on va avoir les paramètres qui seront affichés sur la node. Pour le moment, il n'y en a aucun. Et nous, il y en a quand même quelques-uns qu'on voudrait régler. Par exemple, ici, dans cette box,
la taille des marches. Donc là, je peux faire soit un clic et glisser ici, pour la rajouter. Si j'annule, j'aurais pu aussi le faire en faisant un clic droit, Export Parameter to Type Properties. Si je fais Apply, maintenant les paramètres ici sont connectés à mon HDA. Et donc quand je viendrai modifier ici directement les paramètres de mon HDA, ça va directement modifier à l'intérieur la box et du coup la largeur de mon escalier. Il y a un deuxième paramètre qui peut être intéressant, mais celui-là on l'a pas directement. Je vais le rajouter à la main en prenant un flottant ici. J'ai été chercher un float et je l'ai cliqué glissé sur la partie centrale. Je vais le renommer et je vais appeler ça Bevel. Le paramètre Bevel ici, on va l'utiliser comme un multiplier de notre Bevel. Mon Bevel il est compris entre 0 et 10, je vais plutôt dire qu'il est compris entre 0 et 1. Et je vais aussi aller dans Channel et lui mettre une valeur par défaut de 1. Comme ça, je vais pouvoir utiliser cette valeur de 1, faire un copy paramètre et aller l'utiliser comme multiplicateur du polybevel ici. Alors là, on avait déjà mis une longue expression, tout ça multiplié par le polybevel. Et on n'oublie pas les parenthèses. Ainsi, à l'extérieur, maintenant, grâce à ce paramètre, je vais pouvoir dire est-ce qu'on utilise le polybevel ou pas. Et c'est les deux seuls paramètres qui vont être nécessaires. Je vais pouvoir faire un clic droit, Save Node Type, parce que je viens de modifier mon HDA. Ainsi, il est sauvegardé. Et maintenant, si je le supprime, je peux le recréer très facilement en tapant Staircase. Ce qui conclut ce tutoriel de modeling procédural. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires dans la vidéo ou même des scènes ou des images de vos créations. Je vous invite à aller voir les formations de voxelfx.fr et à nous rejoindre sur le Discord Houdinimatic, le Discord dédié à Houdini pour les Français. A bientôt!